De quoi l'homosexualité est-elle signe ? De quoi l'homosexualité est-elle le signe ? C'est une question très courante que celle des origines. Certaines théories avancent que c'est génétique, d'autres qu'elle est acquise. Mais nous allons principalement nous attarder sur les constats qui nous paraissent les plus évidents et qui sont confirmés soit par des études, soit par les points communs récurrents entre personnes homosexuelles. Il est possible d'identifier différents types de terrains d'émergence de l'homosexualité dans l'histoire des personnes, notamment des contextes douloureux. Ça peut venir d'un traumatisme d'enfance ou bien de la carence d'une figure paternelle, soit parce que le père n'était pas là ou a été totalement absent, soit parce qu'il était trop violent. Et une autre des explications peut se trouver dans une panne identitaire. En ce qui concerne la crise d'identité, très souvent ce qui a pu jouer, c'est d'avoir vécu une expérience initiatique qui nous a peut-être fait croire qu'on était homosexuel, alors qu'en réalité on ne l'était pas. Et alors on grandit avec cette idée dans le crâne. Un autre facteur déterminant, comme je vous le disais, est le père absent. Parfois, on se trouve un référent masculin de secours auquel s'identifier, tel que le grand-père ou l'oncle, mais c'est pas toujours possible. Sinon, la plupart du temps, c'est le père qui a été distant, absent, éloigné de nous, à cause de son travail ou même des blessures de son propre vécu. Ça explique ensuite pourquoi on a peur de la masculinité et on a peur de s'identifier un peu plus aux parents de son propre sexe. Une autre influence a pu être celle d'une mère surprotectrice. Quand on a une mère absorbante qui ne nous laisse pas libres, qui ne nous laisse pas nous confronter à certaines peurs, on commence à ressentir pour le coup une angoisse de soi-même et à s'identifier à celle-ci. En ce qui concerne ce genre de profil maternel, par exemple, on retrouve souvent la figure de la mère régnant en maîtresse à la place du père dans la famille et dominant son propre mari. Et c'est alors qu'on risque de se prendre pour sa maman et de rompre tout lien avec la jante masculine. Donc ça, c'est pour les signes les plus tangibles pouvant expliquer la tendance homosexuelle. Comme on le sait, l'enfance et l'adolescence constituent les deux étapes cruciales de la formation de notre caractère. J'ai lu il y a peu un livre sur l'adolescence où il rappelait qu'adolescence vient du mot « douleur ». C'est donc une étape de souffrance, où l'on vit l'épreuve du passage entre l'enfance et l'âge adulte. Et cette difficulté est accrue aujourd'hui par la pression exercée par la télévision et les slogans de différents artistes qui formatent la manière de penser et le mode de vie de nombreux adolescents. Il se peut que ces derniers, à cause de ça, traversent une phase d'auto-questionnement perturbante, pile au moment où ils se cherchent des modèles pour devenir des adultes. Et souvent, si dès cet âge-là, il aurait fait la promotion de l'homosexualité, il y a de fortes chances pour que même des jeunes qui à la base n'étaient pas homosexuels rentrent dans le rôle de l'homosexuel et finissent par le devenir. C'est pourquoi il faudrait que les parents soient plus attentifs à leurs enfants et les entourent davantage. Parlons également du phénomène des abus sexuels. Très souvent, c'est un sujet tabou dont on ne parle jamais dans les familles. Et pourtant, l'abus sexuel est une réalité qui perturbe fortement l'identité d'une personne. Prenons le cas de l'enfant qui ne peut rien dire à ce sujet parce qu'il est menacé, mais qui, malgré ça, commence à croire que le rapport sexuel qu'il a vécu, c'est de sa faute. Et pour le coup, à ce moment-là, il fait un blocage et ne veut rien savoir par rapport à la sexualité. Et c'est pour cette raison qu'il se renferme sur lui-même et préfère n'avoir aucun contact avec les autres. Certains esprits pervers soutiennent qu'un enfant possède déjà une forte libido, voire même peut ressentir un désir homosexuel, et qu'un adolescent est déjà en mesure d'avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas tant qu'il ait un fort désir sexuel que le fait qu'il ressente un grand besoin d'être reconnu, d'appartenir et de réclamer de l'attention, ce qui est une des choses qui manque le plus au développement de la personnalité d'une personne homosexuelle. Une fois, j'ai entendu de la part d'une personne homosexuelle une phrase que j'ai adorée et qui disait ceci : « Parents, si vous ne voulez pas qu'un autre adulte que vous embrasse vos enfants, embrassez-les vous-même. » Autre constante entre personnes homo. Dans le désir homosexuel, à maintes reprises, j'ai pu remarquer que nous nous réifions énormément nous-mêmes et que nous traitons également les autres comme des objets. Et je crois que c'est principalement dû, et j'ai souvent eu l'occasion de le vérifier chez nous tous, au fait que nous avons tendance à ne pas affronter notre propre réalité et que nous préférons tomber dans des attitudes destructrices qui en même temps nous font nous croire supérieurs aux autres. En fait, il existe une faille dans la personnalité d'une personne homosexuelle parce qu'elle s'est éloignée d'une part de la différence des sexes et d'autre part, elle a été privée de l'attention du parent du même sexe.
Et c'est pourquoi nous cherchons ensuite à combler ces manques à travers les autres. Et comment on s'y prend ? En surinvestissant le terrain du sexuel et en cherchant à être supérieur aux autres. Et plus précisément, dans cette conquête du sexuel, nous prétendons, par l'intermédiaire du plaisir, prendre le dessus et guérir de toutes les blessures que nous portons. Parmi les choses qui nous affectent le plus dans cette quête effrénée du plaisir sexuel, c'est le fait de toujours vouloir avoir le dessus sur les autres. Je constate que nous avons souvent en tête d'être toujours les meilleurs, d'avoir un ascendant sur les autres. Nous recherchons constamment leur approbation pour qu'ils nous disent « c'est très bien » ou « tu es parfait », qu'ils nous acceptent tels que nous sommes, tout en nous voyant réussir tout ce que nous entreprenons. Pour quelle raison ? Sans doute parce que depuis que nous sommes enfants, nous n'avons pas connu cette reconnaissance ou cette tendresse rassurante que nous attendions de nos parents. Et je vais conclure sur ça. En demandant aux parents de regarder toujours leurs enfants avec amour, parce que votre regard est le plus important au monde pour un enfant. Et quand on te regarde avec amour, ça change tout. Tu n'as plus besoin, après, de chercher ce regard d'amour ailleurs, vu que tu l'as reçu pour toujours. Quand on te parle de dysphorie de genre, de bipolarité, ça t'énerve ? Ça dépend comment on en parle en fait. Si ça ne tenait qu'à moi, personnellement, je me définirais bipolaire, mais pas du tout dans le sens péjoratif du terme, mais plutôt comme une forme de qualité personnelle. Après, si ce sont des gens qui viennent de l'extérieur et qui me parlent de ce genre de choses, oui, ça va m'énerver parce qu'on va faire l'amalgame entre la dysphorie de genre et des problèmes psychiatriques. Et ça me saoule, ouais, parce que je vois pas le rapport. Existe-t-il un lien entre homosexualité et psychiatrie ? Je vais vous parler aujourd'hui du lien qui existe entre homosexualité et thérapie. Tout récemment, il y a des personnalités de premier plan qui ont exprimé un avis assez tranché sur la question. Et parmi elles, on peut compter le pape François. Lors de son retour d'Irlande en 2018, le Saint-Père a proposé aux parents d'enfants homosexuels qui le souhaitaient d'emmener leur fils chez le psychiatre si le besoin se faisait sentir. Ça a eu l'effet d'une bombe médiatique puisqu'il a osé lier l'homosexualité à la psychiatrie. Et pas plus tard que cette année 2019, le ministre israélien de l'Éducation, Rafi Peretz, a conseillé aux personnes ayant une attirance pour le même sexe, toutes générations confondues, de suivre une thérapie. Et évidemment, ces propos ont déclenché un tollé. L'APA, Association des psychiatres américains, en collaboration avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ont décrété depuis plusieurs années que l'homosexualité ainsi que la transidentité ne constituaient plus des troubles mentaux. Ça a été décrété par référendum, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis et ont décidé d'un commun accord, sous forme de vote, de classer ce qui relevait du trouble mental et de ce qui ne l'était pas. Et la majorité a déclaré que l'homosexualité et la transidentité ne faisaient pas partie des maladies ni des troubles mentaux. C'est pourquoi elles ont été retirées de la liste des pathologies. C'est étrange, car il ne devrait pas être décidé par voie référendaire que quelque chose est bon ou mauvais pour la personne, ou bien si une personne souffre ou non d'une telle situation. Il est fort probable que cette décision de retirer l'homosexualité et la transidentité de la liste des troubles mentaux a fait l'objet de pressions politiques. Car en réalité, nous les personnes homosexuelles, tout comme les personnes trans, souffrons vraiment. Nous souffrons, quand bien même notre famille nous accepte, quand bien même nous acceptons notre condition, quand bien même le monde entier nous accepte. Il est évident que la question de l'homosexualité se politise de plus en plus. Et on nous sort que l'homosexualité et la transidentité ne sont pas des maladies. Toujours au nom des meilleures intentions du monde, pour ne pas nous blesser ou pour qu'on ne se sente pas discriminé. En 2016, un virage très grave a été pris sur la petite île de Malte. Les psychologues qui pratiquent des thérapies liées à l'homosexualité se voient passibles d'une amende de 10 000 € et d'une peine d'emprisonnement d'1 an.
Pourquoi c'est grave ? Eh bien, tout comme il existe des thérapies dans les cas de dépression, d'anxiété, il peut exister des thérapies pour les problèmes d'homosexualité et de transidentité. Il est regrettable de voir peu à peu la prohibition des thérapies de restauration de la sexualité s'étendre à de nombreux pays, parce que nous, personnes homosexuelles, avons le droit de décider des soins que nous voulons pour nous. Les thérapies de restauration de la sexualité ne devraient pas être interdites, car on empêche ainsi les personnes qui ne veulent pas rester dans l'homosexualité, pas ressentir de sentiments homosexuels, de recourir à une quelconque forme d'aide. Et ça, c'est très grave, parce qu'il y a beaucoup de personnes que l'homosexualité déprime. En interdisant ces thérapies dans un pays, vous éliminez toute perspective de se sentir mieux. Interdire les thérapies réparatives va à l'encontre de la santé de la personne. En général, on nous fait croire que la souffrance des personnes homosexuelles est uniquement extérieure, que nous ne souffrons que parce que nos parents, nos amis, notre entourage, notre pays et le monde ne nous accepteraient pas. Eh bien, c'est complètement faux, car les personnes qui ont rendu publique leur homosexualité, qui ont même été acceptées par leurs proches, ou qui vivent dans un pays qui a adopté des lois en faveur de l'homosexualité, ne se sentent pas totalement satisfaites. La souffrance de l'homosexualité n'est pas vraiment extérieure, elle est intérieure. Parce que l'homosexualité est une peur de la différence des sexes, mais aussi une forme de dépression. La personne homosexuelle ressent des souffrances internes, sans doute à cause de choses qu'elle n'a pas encore réglées, ou fini de développer au niveau de son affectivité et de sa sexualité. Il existe vraiment des similitudes entre les personnes homosexuelles, que je n'appellerai pas causes, mais plutôt terrains particulièrement communs, qui se sont sans doute produits dans l'enfance et l'adolescence. Par exemple, la plupart des homosexuels, pour ne pas dire tous, nous avons connu des problèmes dans le développement complet de notre affectivité. Sans doute une mauvaise relation avec le père ou avec la mère. Sans doute des parents super stricts, peu affectueux. Beaucoup d'entre nous aussi avons été abusés sexuellement, même si bien sûr ce n'est pas le cas de tous. Certains ont également été victimes de harcèlement, d'autres non. Beaucoup de personnes homosexuelles ont eu une maman très oppressante, d'autres non. C'est pourquoi je m'interdis de parler de règles, comme je l'ai expliqué, parce qu'en parlant de causes, ça induirait qu'il y aurait des conséquences immédiates. Et c'est vrai que nous avons tous des degrés de sensibilité différents. L'abus sexuel peut me détruire moi et me conduire à l'homosexualité, et pas nécessairement mon voisin. C'est pourquoi il faut prendre en compte que les chemins du ressenti varient d'un individu à un autre. Nous ne sommes pas égaux de ce point de vue-là. L'homosexualité est une forme de dépression. Il faut arrêter de nous mentir. Quand une personne mène une vie homosexuelle active, elle compense généralement cette tristesse par des plaisirs émotionnels, des plaisirs sexuels, qui ne font en réalité qu'accroître son mal-être. Pourtant, en société, elle a l'habitude de dire « Je suis homosexuelle et je suis super heureuse ». Bien sûr, ça, c'est devant les autres. Mais une fois qu'on s'assoit calmement avec la personne pour discuter vraiment de sa situation, on finit par découvrir qu'elle n'est pas si épanouie qu'elle le prétend. L'homosexualité est une forme de dépression également parce qu'il s'agit d'une peur de la différence des sexes. Comme la personne homosexuelle est habitée intérieurement par cette peur paralysante, elle ne peut pas être aussi libre qu'elle pourrait l'être, ne peut être complètement réconciliée avec elle-même. Nous, personnes homosexuelles, avons toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose et c'est pourquoi nous le recherchons parfois dans un couple. Mais quand bien même nous trouvions une compensation affective et émotionnelle dans les bras de certains partenaires, nous resterons toujours insatisfaits. Il est capital que la personne qui souhaite ne plus avoir de tendance homosexuelle puisse trouver des psychologues compétents sur l'homosexualité. Car tout thérapeute ne peut pas s'improviser spécialiste. Il existe des psychologues très connus qui prétendent que l'on peut sortir de l'homosexualité et revenir à l'hétérosexualité, entre guillemets. L'un d'eux, par exemple, s'appelle Richard Cohen. Il était une personne attirée par le même sexe qui, après un long processus de recherche de thérapie, affirme avoir réussi à ne plus se sentir du tout homosexuel et à se débarrasser complètement de tout penchant homosexuel. Ensuite, il est devenu thérapeute et prétend avoir aidé un grand nombre de personnes à sortir de l'homosexualité.
Le docteur Nicolosi est un autre nom célèbre de thérapeute affirmant parvenir à réorienter la tendance homosexuelle de nombreux patients. Et il existe des thérapies avec lesquelles nous ne sommes pas du tout d'accord, car elles font souffrir les personnes et sont des escroqueries. Néanmoins, laissons les gens décider de leur vie. N'établissons pas de lois injustes qui ne contribuent pas à l'amélioration de la santé psychologique et psycho-émotionnelle des personnes. Nous avons besoin que ces thérapies existent et soient autorisées. L'homosexualité est potentiellement la résultante d'un mélange indiscernable entre peur, insécurité, blocage, manque et insatisfaction. Je conseille donc à ceux qui le souhaitent d'essayer de résoudre ces peurs, ces manques d'assurance, ces blocages, ces carences et ces insatisfactions dans la mesure du possible, soit par eux-mêmes, soit avec l'aide d'un thérapeute. Plus nous dénouerons de nœuds, plus nous serons libres. Et l'homosexualité, étant la conséquence de ces nœuds, pourra perdre dans une certaine mesure sa force. Les thérapies dites de conversion ne garantissent pas qu'une personne cessera d'éprouver une attirance sexuelle pour le même sexe. Elles ne sont qu'un accompagnement qui nous aide à identifier les blessures de notre histoire et à y travailler. Ce travail permettra peut-être que l'intensité de notre homosexualité diminue, bien qu'elle demeure encore présente. Que notre homosexualité s'atténue pendant un certain temps, mais qu'à un autre moment, elle se réveille. Que notre homosexualité perde toute sa force et disparaisse totalement. Et enfin, il se peut qu'elle ne disparaisse pas, ne s'atténue pas et ne perde pas de son intensité. Dans ce cas-là, nous devrons apprendre à vivre en paix avec elle. Que cette question des thérapies ne nous empêche pas de dormir. Simplement que ceux qui veulent les essayer puissent avoir la liberté de le faire. Alors c'est quoi la théorie du gender ? La bisexualité, l'intersexuation, la transidentité, la transsexualité. La théorie du gender, on va dire que c'est le fait de définir une nouvelle identité qui n'existe pas à la base, qui n'a d'ailleurs jamais vraiment existé. Un peu comme une révolution du genre. C'est-à-dire que au lieu de parler d'hommes et de femmes, alors que moi qui suis transgenre et qui me sens femme, j'aurais tendance à m'identifier comme femme, alors que je suis un garçon. La théorie du gender, c'est en fait dire que tu n'es ni homme ni femme, tu es quelque chose d'autre, une autre espèce, une autre race en quelque sorte, ce qui a tendance à avoir une forme un peu sectaire, c'est-à-dire tu n'es plus rien, tu n'es plus grand-chose finalement. Souvent je pense à ce qui est un peu à la mode, c'est-à-dire la mode de la licorne. Tu es quelque chose qui n'existe pas. Tu t'identifies comme un no man's land en quelque sorte, c'est-à-dire un entre-deux, quelque chose d'assez neutre, d'assez froid. Et je pense que c'est une erreur parce que si tu es trans, si vous êtes trans, vous identifiez ou comme homme ou comme femme de toute façon. Moi je suis trans, je me sens femme, je me sens pas autre chose. Et pourtant je suis un garçon. Quelle est son origine? De quoi est-elle le signe? J'aurais tendance à penser que la théorie du gender, c'est une idée qui a été inventée pour regrouper les personnes qui ne sont pas à l'aise dans leur genre, parce qu'ils se sentent pas comme ils ont été à leur naissance, pas comme ils le sont en fait de base. Ça peut être lié, je parle de ma propre expérience, à une blessure sexuelle ou à un manque dans notre vie. C'est une anomalie en fait. Ce n'est pas quelque chose de normal. La théorie du gender, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre qui est nouveau. C'est quelque chose qu'on invente et qui n'a rien à voir avec la réalité. La réalité est simple. On est un garçon ou on est une fille, mais on se sent l'opposé. Mais on est un garçon. Ou alors vous êtes une fille. Je dirais que dans notre société, on a tendance à un peu révolutionner tout type de catégorie où on cherche à innover.
On pense qu'on a plein de choses à découvrir, alors que depuis la naissance de l'humanité, ou depuis Adam et Ève tout simplement, il y a l'homme et la femme. Et peu importe comment tu te sens, t'es ou un garçon ou une fille, tu peux pas le nier. Ce que t'as entre les jambes, tu le choisis pas. Mais dans notre société, au 21e siècle, même au 20e siècle, on se dit, s'il y a des garçons ou des filles qui se sentent autre chose, alors c'est qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a une autre race, un autre type de personnalité, un autre type d'humain ou de sexe, alors que c'est complètement faux. C'est stupide de dire ça, ça n'a pas de sens. Ou alors dans certains cas, mais on va y passer après. Passons maintenant à la bisexualité. Moi je suis bisexuel. Par définition, la bisexualité c'est être capable d'aimer des filles ou des garçons, sans forcément avoir une grande préférence. Moi personnellement, j'ai toujours pensé à la base quand j'étais petit être hétérosexuel. Même si je me sens trans, j'en ai quand même conscience, on peut pas le nier, on peut pas se mentir. Si t'es trans, etc., si tu te sens fille alors que t'es un garçon à la naissance, tu peux pas nier que t'as ce que t'as entre les jambes en fait. Tu peux pas le nier. Et tu ne peux pas nier non plus ce que tu ressens. Mais la bisexualité, c'est simple. J'aime les filles, j'aime les garçons. Je peux être en couple avec une fille, peut-être légèrement plus facilement qu'avec un garçon. Mais pourtant, sexuellement parlant, je m'entendrais mieux avec un garçon qu'avec une fille. Ça m'empêche pas d'aimer les deux. J'aime les deux, mais d'une manière différente. Et voilà. De quoi est-ce que ça peut être signe, la bisexualité c'est assez difficile à dire, surtout pour moi, qui me suis jamais vraiment posé ce genre de questions. Ça peut être signe, par exemple, mais le fait que mon père était absent, j'ai toujours été plus proche des filles parce que je n'ai toujours connu que ma mère. Je n'ai pas connu mon père, presque pas. Et donc il y a un manque quelque part. Et ce manque qui finit déréglé. Et au lieu d'être un manque affectif du père, de par l'adolescence, ça va être un manque sexuel. Et ce manque sexuel va se tourner vers l'homme, ce qui manque, c'est-à-dire mon père. Moi, personnellement, j'ai aussi eu des histoires de pédophilie dans ma famille, dans lesquelles j'ai été concerné. Et inconsciemment ou pas, je pense personnellement que ça a un rôle. Si j'ai été abusé dans ma jeunesse, ça a un rôle aujourd'hui, même si je m'en rends pas compte. Après, dans notre société, la bisexualité c'est quelque chose d'assez banal, c'est pas grave, mais n'empêche que c'est pas fécond. Je serais beaucoup plus fécond avec une fille qu'avec un garçon, même si j'aime les garçons. Prochaine étape, l'intersexuation maintenant. Alors comment je vois l'intersexuation? Je le vois un peu comme les personnes, je veux pas faire d'amalgame, mais hermaphrodites. C'est-à-dire une anomalie de type morphologique, de type médical, auquel on ne choisit vraiment pas. D'ailleurs, on ne choisit pas la transidentité ni l'homosexualité, tu la choisis pas. Mais c'est encore plus le cas pour les personnes qui naissent avec deux sexes, c'est-à-dire qui peuvent naître avec une tub et avec un vagin en même temps. Et soit les parents décident à la naissance le sexe de leur enfant, est assez risqué quand même. Soit on laisse le choix à l'enfant une fois qu'il deviendra majeur ou assez mûr pour choisir. De quoi est-elle le signe? Que dire à part si ce n'est d'une anomalie génétique? Ce n'est pas quelque chose de grave, c'est des choses qui arrivent et puis c'est rémédiable. Si on se sent à partir de 18 ans ou même avant, à partir de l'adolescence plus masculin ou féminin, alors qu'on a un peu les deux attributs, t'es libre de faire ton choix et je pense que personne ne pourra t'en vouloir. Il y a aussi des anomalies de type hormonal. Un garçon, en général, né avec un taux de testostérone attribué à une norme masculine. Pareil pour la femme, un taux d'œstrogène et de progestérone dans la norme. Mais il y a des personnes qui naissent avec une certaine anomalie où ils auront moins de testostérone, plus de progestérone et vice-versa. Et dans ce cas-là, un traitement de type hormonal en fonction de comment tu te ressens sera envisageable. Mais je pense qu'il faut d'abord écouter son cœur, parce que c'est ce qui est le plus important et
Et voilà, disons que pour les personnes intersexuées, le choix relève vraiment du personnel. Il n'y a pas de question forcément toujours morale ou toujours éthique, dans le sens où on n'a pas le choix, on est né avec les deux. Et c'est pas forcément évident, ou deux types d'hormones. On a tous, en tant qu'homme, un taux d'hormones féminines, et en tant que femme, un taux d'hormones masculines, mais très bas. Et ça appartient vraiment, à mon sens, aux personnes intersexuées de faire ce choix. La transidentité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'avoir un sexe à la naissance, mais qu'au fur et à mesure du temps qui coule, eh bien tu te rends compte par la prise de conscience que tu te sens un peu, même pas un peu, c'est vraiment énormément. Tu te sens vraiment différent. Tu n'es pas en accord avec ce que tu as entre les jambes et ce à quoi ton physique ressemble. C'est peut-être pas le cas à 8 ans, puisqu'à 8 ans tu n'as pas encore ta puberté. Mais après la question se pose vraiment. Et c'est là que ça devient difficile. Quand tu commences à, par exemple pour moi, avoir des poils, quand tu commences à avoir du muscle, ou que tu commences à avoir la voix un peu plus grave, là ça devient gênant. C'est même pas gênant, c'est presque cauchemardesque. Parce que tu n'oses plus te regarder dans un miroir. C'est une torture. Et pour les personnes transgenres qui me regardent, je pense que vous savez très bien ce que c'est. C'est simple. Être transgenre, c'est ne pas être en accord avec ce qu'on a reçu à la naissance. Sauf que ce qu'on a reçu à la naissance, c'est ce qui, d'un point de vue chrétien, et à mes yeux, personnellement, c'est ce qui est donné par Dieu. Et c'est forcément bon. C'est forcément juste. D'où est-ce que ça peut provenir ? C'est pareil, je ne crois pas qu'on est transgenre, je n'y crois vraiment pas. Je pense que c'est vraiment la plupart du temps causé par des choses qui nous arrivent pendant notre enfance. Et souvent inconsciemment. C'est pour ça que c'est un énorme travail de savoir d'où vient la transidentité, parce que ça nous demande de venir sur notre enfance, une enfance auquel on ne peut même pas forcément se rappeler toujours, mais si on écoute nos parents, si on fait attention, on peut remarquer qu'il y a certains détails, aussi infimes soient-ils, qui peuvent avoir un lien. On n'est pas responsable, c'est pas de notre faute. Et au fond, quand tu as 18 ans et que tu te rends compte qu'il s'est passé peut-être certaines choses dans ton enfance, écoute, tu peux rien y faire, c'est arrivé, tu te sens comme ça, mais le fait d'avoir conscience d'où ça peut éventuellement provenir, peut t'aider à évoluer et à faire les bons choix. Et le bon choix n'est pas forcément de faire une transition, parce que la transition, elle, demande parfois, d'ailleurs je pense souvent, le plus d'efforts, plus de sacrifices, que d'apprendre au fur et à mesure d'accepter d'être ce qu'on est à la base. Au fond, c'est plus simple. Si tu testes, c'est beaucoup plus simple. Tu dois tirer l'avantage de ce que tu as et de ce que tu aimerais avoir. Et si tu le fais correctement, ce n'est en aucun cas une barrière pour être heureux. Je suis plus heureux aujourd'hui maintenant en ayant arrêté ma transition que si je l'avais continué. Parce qu'en la continuant, psychologiquement, l'attente sociale devient envahissante. Tellement envahissante que tu ne penses qu'à ça. Et tu finis par te définir comme un genre, tu finis par te définir comme une personne à part, alors que c'est une erreur. La vérité est que je suis un garçon et que je me sens fille. C'est très simple. Mais je suis un garçon. C'est pas grave si je me sens fille. Et puis, même si t'es mal à l'aise avec ton corps, dis-toi que il y a une différence entre la façon dont tu te vois et la façon dont les autres te voient. Et les autres te voient comme une personne relativement normale si tu joues pas de rôle, si tu es toi-même. Même si tu es un peu efféminé, etc. Si tu es toi-même, les gens le voient. Or, si tu passes ton temps à te préoccuper sur ton aspect physique, sur les traits de ton visage, sur les traits de ton corps, tu ne vis plus vraiment. Et ça, c'est une torture. Aujourd'hui, je fais moins attention à ça, je suis à l'aise avec moi-même, et ça m'amuse presque. Et j'aurais jamais pu imaginer une telle chose 5 ans en arrière, ou même 10 ans en arrière. Qu'est-ce que la transsexualité ? La transsexualité est, à mes yeux, c'est le fait d'être transgenre, mais de choisir de faire une transition. La transition hormonale, je la vois pas comme ça. J'ai fait une transition hormonale, je me suis jamais vu comme transsexuel, tout simplement parce que le terme sexuel
me dérange et que pour moi, il est plutôt lié au fait de changer de sexe à proprement dit. Au final, on ne change jamais vraiment de sexe. Je peux changer ce que j'ai entre les jambes en quelque chose de beaucoup plus féminin, mais je serai jamais capable d'avoir des enfants. C'est impossible. C'est comme ça. Et c'est pas grave non plus. Être transsexuel, pour moi, c'est faire le choix, ce qui n'est pas forcément toujours le meilleur, mais je respecte ce choix, de faire l'ablation des testicules. En fait, c'est une apparence. Tu crois obtenir un vagin, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une apparence. Ça ressemble à un vagin, mais ça n'a rien à voir. C'est très différent. C'est une question d'esthétique, finalement, non pas d'identité profonde. C'est vraiment une question de visuel. Comment tu te regardes dans le miroir, ou comment ton ou ta partenaire peut te voir. Mais en réalité, ce n'est pas un vrai vagin. Ou si tu es un MTF, donc male to female, et que tu choisis de faire une transition médicale, chirurgicale, tu sais très bien, tu peux pas le nier, que ce n'est pas un vrai pénis. Tu le sais très bien. C'est une apparence. Et ce n'est pas vrai. Et au final, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux et beaucoup moins préoccupant que de pas dépenser de l'argent ou de l'énergie là-dedans. Je t'assure, balade-toi dehors, pense à autre chose que ta transidentité et tu verras qu'il y a des millions de choses beaucoup plus sympas et beaucoup plus jolies à faire. Et beaucoup moins coûteuses surtout. Parce que moi j'ai dépensé des fortunes. J'ai peut-être dépensé plus de 20 000 euros là-dedans. 25 000 euros. Et c'est con, mais en fait c'était plus simple avant. Mais je pense que j'aurais pu dépenser mon argent d'une manière un peu plus pratique. Parce qu'au final je suis au même état. J'ai pas changé de sexe. J'ai le même. Et il m'apporte du plaisir aussi. J'ai pas besoin de changer de sexe pour avoir du plaisir. Et pour me sentir bien avec moi-même. Tu le sais toi, si par exemple tu es transgenre et que tu fais une transition, personne n'en a rien à faire de ce que tu as entre les jambes. Tu te promènes pas à poil dans la rue. Ce qu'on voit c'est ton visage, comment tu te comportes, si tu es naturel ou pas, si tu te sens bien dans ton corps ou pas. Et si tu fais une transition, tu sais souvent très bien qu'en fait tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas plus à l'aise, tu es même presque plus mal à l'aise. Parce que tu attends des autres qu'ils te voient d'une façon. Si par exemple tu es MTF et que tu fais une transition, tu vas remarquer, tu le sais très bien, que en faisant ta transition, même si tu as des traits beaucoup plus féminins et que tu peux te faire passer pour une fille, ta préoccupation pour ressembler à une fille elle est énorme, monstrueuse d'ailleurs. Tu penses qu'à ça toute la journée, à ton look, à comment tu te maquilles, à comment tu t'habilles, à la forme de ton nez, de tes pommettes. Alors que si tu arrêtes d'y penser, faut pas croire qu'en fait les gens qui te voient dehors, ils pensent, ils en ont rien à faire de ça. Ils ne pensent pas, ah bah tiens, il a ces traits-là, etc. ou elle a ces traits-là, etc. La personne que tu vois dans la rue n'en a rien à faire. En revanche, elle va être préoccupée justement si tu joues un rôle, si tu fais semblant, si tu as l'air préoccupé. Là par contre ça se voit. Or si tu es naturel et que tu penses un peu à autre chose que à ce quoi tu ressembles, bah t'es beaucoup plus libre et tu profites beaucoup plus de la vie. Si tu es homosexuel à vie, que penses-tu en faire ? Si Dieu a permis que tu te sentes encore homosexuel, c'est pour quelle raison d'après toi ? Je sais pas si c'est quelque chose qui est conforme à l'Église, mais moi je pense que Dieu il se sert de mon homosexualité pour me conduire à lui. Je pense qu'il se sert de ça. En fait, peut-être plutôt quand j'y renonce, mais enfin en tout cas que mon homosexualité c'est un chemin de sainteté et que je comprends des choses dans la foi grâce des fois à mes attirances pour les filles. Après donc voilà, je pense que ça peut pas être égoïste. Aussi peut-être ça me permet de me donner, donc peut-être par exemple à travers ce reportage. Ben voilà, je pense qu'à travers mon homosexualité, Dieu, même si j'ai un tempérament un peu timide, un peu peureuse, eh ben Dieu il me permet un peu de me dépasser des fois grâce à l'homosexualité, paradoxalement. Si cette attraction pour le même sexe demeure en moi toute ma vie, eh bien je ne m'en fais pas. Je sais où je dois aller, ce que je dois faire. Je crois que la pureté est quelque chose de très important pour l'être humain. J'ose même dire que c'est en la vivant qu'on peut connaître un bonheur entier.
Je ressens une attirance pour le même sexe, mais je dois aller de l'avant, aspirer à la sainteté, c'est mon objectif. Il n'y a aucune raison pour que la tendance homosexuelle fasse obstacle au chemin prévu pour moi, car je sais qu'à la fin, Dieu veut que je sois saint. Donc j'y vais, et si Dieu permet que je sois homo à vie, pourquoi, à mon avis? Eh bien pour que ma vie soit pleinement consacrée au service. Il faut vivre pour servir. Et si Dieu permet que je ressente une attraction pour le même sexe jusqu'à ma mort, je pense que c'est pour aider les autres, les aider à se centrer sur le vrai bonheur, qui est la sainteté. Alors il ne m'a pas fait homosexuel, ça j'en suis quasiment sûr, parce que Dieu c'est la confiance, et que l'homosexualité c'est une peur de la différence des sexes. Et si j'interroge tous mes amis homos et ma propre vie, je vois qu'en fait on a eu peur de ne pas être un vrai mec, de ne pas être une vraie nana, on a eu peur d'être isolé, de ne pas avoir d'amis, on a eu peur d'être en couple, on a eu peur de son propre corps, on a eu peur d'être parent, d'être père, d'être mère, de ne pas plaire. Après, on maquillera cette peur de fierté, d'originalité, mais au fond du fond, la tendance homosexuelle, c'est une peur et une honte d'être soi. Mais si Dieu n'a pas semé en moi cette peur, en revanche, il permet qu'elle soit là, et je pense même de manière durable, tout simplement parce que ça peut aider en fait tous les gens qui ont peur à vivre avec ces peurs-là, à vivre avec ces complexes et à être les amis de tous les gens qui souffrent. Et moi, je pense que Dieu a permis que je sois encore homo parce que ça décomplexe tout le monde. Et l'homosexualité, c'est la clé des cœurs. Moi, quand je dis que je suis homo, les gens m'ouvrent leur cœur, me racontent même leur plus vive souffrance. Et là, je me dis, ah ouais, Jésus, en fait, par l'homosexualité qu'il a permise en moi, il me permet d'être en contact et de mettre à l'aise toutes les personnes qui souffrent, donc d'être le meilleur ami d'énormément de monde. Donc je me dis, c'est pas trop mal, il m'a donné une clé. C'est ma souffrance, c'est mon complexe, c'est ma honte existentielle, l'homosexualité, mais c'est une petite clé, c'est la petite clé des cœurs. Donc je dis pas ah génial, je suis homo. Il se trouve que je suis homo et le Seigneur s'en sert pour ouvrir les cœurs et pour que je sois l'ami de tous. Si tu es transgenre à vie, qu'est-ce que tu fais avec ? Plusieurs choses. Déjà, dans un sens, en profiter, parce que ça a aussi des avantages. Je peux jouer avec, et c'est un kiff. Mais je pense aussi que c'est avant tout ma croix, quelque chose que je dois porter, et que si c'est la volonté de Dieu, c'est qu'il a raison, donc je vais pas m'y opposer, et je vais l'accepter avec joie. Que voudrais-tu dire à un adolescent qui se découvre homosexuel ? Moi, je voudrais te dire que je suis passé par là. Donc, je pense comprendre l'épreuve que tu traverses, parce que c'est une épreuve. Parce que quand on grandit avec l'homosexualité, on n'est pas compris. On n'est pas compris et on est isolé en général. Pour avoir souffert de ça à l'école, au collège, au lycée, je sais ce que tu traverses. Je te donne 2 conseils. D'abord, ne pratique pas ton homosexualité. Parce que c'est pas une identité et c'est pas de l'amour. Contrairement à ce que tu entends à la télé ou dans les films, ou ce qu'on te dit pour te cacher la réalité. Mais c'est pas qu'un interdit que j'ai envie de te formuler, parce que ça c'est un peu sec et puis ce serait presque t'inviter au suicide, et moi je veux faire le contraire. C'est-à-dire que si tu te sens homosexuel à l'adolescence, eh bien regarde si c'est quelque chose de durable, parce que bien souvent dans l'adolescence on se construit, donc on peut pas s'arrêter à un ressenti d'une période de construction.
Et puis moi je te dis, si elle est durable, c'est pour une bonne raison. Parce qu'une personne homosexuelle, en fait, elle éclaire dans notre monde le sens profond de la sexualité. Et elle peut comprendre les souffrances de beaucoup de personnes et les soulager. Donc, si tu sens que ton homosexualité c'est quelque chose de sérieux, ne te dis pas « ma vie elle est fichue, je pourrai jamais aimer ». Dis-toi plutôt « génial, je vais être l'ami qui va comprendre les souffrances de beaucoup de personnes et ma vie a un grand sens. Et elle est permise au moins cette homosexualité. Et si Dieu la permet, c'est pour des grandes choses, c'est pas pour des prunes. Donc c'est pas le moment de te suicider. Je pense que cette fragilité, ça peut être ta force pour toute ta vie. Qu'est-ce que tu dirais à un adulte qui s'est toujours senti homosexuel et qui voit ce film maintenant ? Je voudrais lui dire qu'à nous, personnes homosexuelles, on nous propose comme seule possibilité de bonheur le couple. Enfin, je voudrais lui dire que moi, j'ai choisi le célibat consacré et que c'est pas facile tous les jours, mais c'est un chemin aussi qui me rend heureuse. Ce que je retiens de ce chemin, c'est que ça me rend heureuse. C'est beaucoup lié à ma foi avec Jésus. Je sais pas si ça aurait du sens sans ça. Et ce que je voudrais dire à ceux qui sont en couple, c'est que s'il peut y avoir des sentiments de mal-être aussi, on n'y pense pas, mais ça peut venir aussi du fait qu'on soit dans un couple homosexuel. Parce que moi, quand j'étais en couple homosexuel, je pensais pas que parfois mon mal-être, il pouvait aussi venir de là. Alors dans les couples hommes-femmes aussi, il y a du mal-être, mais je crois qu'il y a quelque chose de particulier dans les couples homosexuels. Et voilà, mais aussi je voudrais dire que, en même temps que je pense que c'est pas de l'amour, en même temps je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans le fait que quand je vois des personnes homosexuelles qui essayent de s'aimer en tout cas. Donc oui, il y a aussi une forme d'admiration. Je sais pas si tu pratiques l'homosexualité, mais toi seul peux répondre à la question « Suis-je heureux avec ce style de vie homosexuel ?» Je te suggère de prendre un peu connaissance de ce que nous allons exposer dans ce documentaire pour réaliser qu'il y a une autre manière de vivre l'homosexualité, une autre manière d'être heureux avec elle. Bienvenue au club, hein. J'ai envie de dire, parce que moi je suis adulte et puis je me suis depuis tout petit senti homo et je pense que c'est parti pour durer. Donc je me sens voilà, très proche de toi. Je te suis reconnaissant aussi parce que tu as vécu et par nos points communs, tu nourris ma vie, tu lui donnes du sens. Donc moi je suis très content de t'avoir pour frère. Et puis, par ailleurs, toutes les épreuves par lesquelles tu es passé, toutes les histoires de cœur que tu as vécues, parfois pourries et insatisfaisantes, ça m'aide. Donc, je voudrais te remercier pour cette aide-là. Et puis, le conseil que je te donne, c'est que, justement, parce que tu es passé, je pense par toute cette expérience amoureuse et parfois de pratique homosexuelle, je pense que tu peux vraiment comprendre ce film. Tu peux vraiment arrêter de te fourvoyer dans des histoires d'amour qui ne mènent à rien ou qui sont satisfaisantes mais pas comblantes. Donc je pense que tu peux comprendre en fait, tu as les clés de lecture et tu as l'expérience pour accueillir sans révolte ce qu'on te raconte. Parce que quand on est jeune, on se nourrit encore de plein d'illusions sur la pratique homosexuelle. Mais je pense que toi, tu as l'expérience pour en fait décrypter et accueillir dans la paix et avec ton cœur et toute ton intelligence
ce qu'on raconte et ce que l'Église raconte. Donc t'as la maturité pour ça. Et puis aussi, c'est encore le moment jusqu'à tes 99 ans pour prendre les bonnes décisions et pour arrêter les conneries. Je crois. Voilà, si tu sens que le style homosexuel, même hors milieu, ne te comble pas, ben, il est encore temps de dire non, quoi. Et de dire, voilà, je me sens homosexuel, bon ben, je me sens homosexuel. C'est pas pour ça que je dois être en couple. Et c'est pas pour ça que tu crois plus en l'amour. Au contraire, c'est parce que tu crois en l'amour que tu peux pas vivre des relations amoureuses au rabais.